La réforme du code du travail, on vaut mieux que ça. C'est pas qu'il y ait 2 ou 3 failles, on vaut mieux que ça. Se résigner sans livrer bataille, qu'ils disent que l'on n'est pas taille, que les gens acceptent qu'on les assaille, on vaut mieux que ça. Cette loi El Khomri, elle mérite d'être resituée dans un ensemble plus large, je crois. On a une démarche de plusieurs décennies, depuis les années 90, qui vise à faire du droit du travail une forme de matière de négociation pour inciter à la création d'emplois, en ayant le souci de diminuer le coût du travail, d'accroître la flexibilité des emplois, et en trouvant comme contrepartie une sécurisation des travailleurs, donc une sécurisation individuelle. Donc on se trouve dans le cadre de ce qu'on pourrait appeler une politique de l'emploi. Finalement, le droit du travail n'est plus qu'un levier, le dernier instrument de ces politiques de l'emploi. Alors dans la conjoncture plus récente, depuis le début du quinquennat, on se trouve dans une forme d'accélération de ces démarches. Alors ça avait commencé avec, ça dure, hein, mais on a eu quelques mesures auparavant avec l'accord interprofessionnel de 2008 sur le marché du travail, avec la création de la rupture conventionnelle, hein, du contrat de travail, qui ouvrait la voie à une forme de rupture des contrats qui échappe aux procédures collectives de licenciement. Et puis là, je crois que depuis 2013, 2012, 2013, on est dans une logique qui se poursuit. L'objet, à mon avis, c'est ce qu'on appellera la compétitivité, c'est-à-dire en fait une réduction des coûts de production. Alors l'argument qui a été avancé, me semble-t-il, au début des années du quinquennat, c'est cette idée que les entreprises françaises avaient à se moderniser. Donc on était dans une époque de redressement productif, comme on le disait à ce moment-là. Je crois que cette chose-là est aujourd'hui un petit peu atténuée. Et le souci de ce redressement productif était de restaurer des marges pour les entreprises. Et pour restaurer ces marges, qui étaient censées financer des investissements, bon, que l'on attend, disons que l'idée était d'avoir des marges plus importantes pour financer cette modernisation. Et pour avoir ces marges plus importantes, eh bien, le moyen était de diminuer le coût du travail et donc de rendre la masse salariale plus ajustable aux fluctuations d'une activité économique vue comme fondamentalement incertaine dans une économie globalisée. Donc c'est un peu la thématique qui commence avec la loi sur la sécurisation des parcours professionnels, qui fait suite à un accord interprofessionnel du 11 janvier 2013 et qui en quelque sorte annonce la couleur avec le démantèlement de la procédure de licenciement collectif et notamment la remise en cause d'une procédure dans laquelle le comité d'entreprise joue un rôle très important. Donc on a une vision qui, à mes yeux, est une vision qui dévoie en quelque sorte le travail tel que le Code du travail et le contrat de travail l'ont institué. Le travail, c'est un engagement personnel d'un travailleur avec un employeur. Alors on parle pour cela de subordination, mais dans le même temps, il faut ajouter immédiatement que ce travail, c'est une activité personnelle, c'est ce que le juge retient en premier lieu pour identifier le contrat de travail, et c'est une activité personnelle qui se déroule dans une collectivité, au contact de collègues. Et donc il faut tempérer cette idée de subordination par le fait que les travailleurs ne réalisent pas leur travail tout seuls, sous la houlette, sous la directive exclusive d'un employeur, mais les travailleurs travaillent au contact de collègues. Ils travaillent en se coordonnant avec les collègues qu'ils rencontrent sur leur lieu de travail, et peut-être au-delà aussi. Et donc c'est cette dimension de coordination que porte aussi le contrat de travail. Le contrat de travail, c'est l'entrée dans la collectivité de ceux qui ont signé un contrat de travail avec un même employeur. En un sens, le droit du travail s'est accompagné
depuis sa genèse, que je fais remonter dans cet ouvrage à l'adoption du premier livre du Code du travail en 1910, au terme d'un certain nombre de débats. Eh bien, ce Code du travail s'accompagne d'une réflexion également sur la représentation de cette collectivité à travers, par exemple, le projet de Conseil du travail qu'avance au début du XXe siècle Alexandre Millerand avec le président du Conseil Pierre Waldeck-Rousseau, et puis à travers toute cette épopée du travail de la première moitié du XXe siècle qui conduit à la reconnaissance déjà au moment de la guerre de délégués d'atelier, et puis avec l'accord Matignon du 7 juin 1936, donc au moment du Front populaire et sous l'impulsion des syndicalistes et des politiques. Hein. On pense à l'époque à des gens comme Benoît Frachon ou bien Ambroise Croizat, qui contribuent également à arriver à une reconnaissance de ce que Croizat nomme à l'époque des conseils d'usine et qui aboutit dans l'accord Matignon à la reconnaissance de délégués du personnel. Alors c'est une première base, et puis la seconde avancée, eh bien c'est la création des comités d'entreprise à la Libération sur la base des ordonnances de février 45, et puis de l'expérience des usines réquisitionnées dans lequel, comme chez Berlier, on a un redémarrage de l'usine sous l'impulsion du personnel de l'entreprise, hein, qui va regrouper à la fois les ingénieurs, les techniciens, les ouvriers. Cette dynamique-là, elle se prolonge, me semble-t-il, jusque récemment, à travers le rôle des comités d'entreprise dans les restructurations. Et cette orientation-là, petit à petit, elle s'est émoussée, et on en est arrivé progressivement à cette idée de sécurisation des parcours professionnels, en laissant en quelque sorte ouvertes les vannes des suppressions d'emplois et en abandonnant progressivement l'importance de ce comité d'entreprise pour représenter la collectivité des salariés. Alors, c'est un peu ça qui aujourd'hui me paraît en jeu dans les lois El Khomri qui couronnent ce processus des années 2012 2016, et notamment qui font apparaître le souci de sécuriser les licenciements. Alors bon, c'est quelque chose qui a été avancé de manière assez forte à travers l'idée d'un plafonnement des indemnités de licenciement devant les conseils de prud'homme en cas de licenciement sans cause réelle et sérieuse. Ça a été plus ou moins abandonné, même si le barème indicatif des indemnités demeure, mais ça se retrouve aussi dans le souci d'avoir une précision sur le motif économique qui en fait une cause quasiment mécanique de suppression d'emplois, où la délibération collective que porte le comité d'entreprise se trouve là encore affaiblie. Hein, et elle se trouve encore plus affaiblie à mes yeux à travers cette mesure qui conduit pour les entreprises qui appartiennent à des groupes à ne tenir compte dans les suppressions d'emplois et dans le diagnostic économique qui conduit à ces suppressions d'emplois, à ne tenir compte que de ce qui se passe sur le territoire national. Hein. Donc en amputant la représentation collective des travailleurs, de la possibilité d'avoir un regard plus large, et en un sens en se plaçant à la perpendiculaire de ces avancées européennes qu'ont représenté notamment le comité de l'entreprise européen, qui est une institution permettant d'avoir un regard plus large sur la collectivité de travail, de saisir l'européanisation économique sous un angle de collectivité des travailleurs, non pas simplement sous un angle de circulation des capitaux et des marchandises. Donc on a quelque chose là qui me paraît poursuivre ce souci de remettre en cause la capacité de contrôle que les salariés ont développé autour du comité d'entreprise et de se replacer sur le terrain d'une fluidité des suppressions d'emplois dans laquelle les travailleurs n'ont quasiment plus de mots à dire sur l'avenir de leur travail et sur l'avenir de leur entreprise. C'est un peu ça, pour moi, le véritable enjeu de cette loi et qui conduit, disons, à fausser l'accent que cette loi tente à mettre en contrepartie sur la négociation d'entreprise. Hein. D'ailleurs, cette négociation d'entreprise, c'est aussi au cœur de la refondation sociale que le MEDEF avançait dans les années 2000. Hein, et une négociation d'entreprise qui est dérogatoire par rapport aux
convention collective de branche, une négociation collective d'entreprise qui se substitue à des règles du droit du travail devenues supplétives, et une négociation d'entreprise qui s'opère sous le signe du chantage à l'emploi, avec cette pression permanente en matière de suppression d'emplois et d'ajustement au plus près des effectifs, qui conduisent à rendre les conditions de travail beaucoup plus dures qu'elles ne sont. Qu'on laisse gouverner le patronat, on vaut mieux que ça. Qui ne cesse de gouverner par vos lois, on vaut mieux que ça. Quelques irréductibles gaulois face à l'envahisseur bourgeois qui voudraient piétiner nos droits, on vaut mieux que ça. Pour moi le cœur de la loi se situe dans la partie 4, je crois, qui s'intitule Encourager les créations d'emplois, qui porte son nom de manière très antiphrastique en quelque sorte, et qui vise à rendre plus faciles les licenciements. Et notamment les licenciements économiques. L'idée étant un ajustement constant des effectifs en fonction d'une conjoncture économique que les motifs de la loi présentent comme fondamentalement incertaine dans une économie globalisée. La loi elle connerie, et toutes ces conneries, marre de ces moqueries en haut lieu nous, on vaut mieux que ça. Que toutes leurs tromperies, ça paye pas le bon prix, on a bien compris qu'on vaut mieux, ouais, on vaut mieux que ça. Bien, c'est une question tout à fait forte. Pour y répondre, je crois qu'il faut partir aussi d'une analyse de la situation. C'est-à-dire que on nous dit depuis 20 ans, les salariés sont aujourd'hui mobiles, ils sont ultra précarisés, il n'y aura plus de CDI. Bon, ça c'était une chose qui était très en vogue dans les années 90. Alors ensuite sont venus des rapports économiques des années 2000-2005 sur le contrat unique de travail nous disant « Ah mais le CDI est quand même tout à fait présent et les salariés anciens ont des CDI stables, ça empêche les jeunes d'avoir des emplois stables ». Je crois que la situation, elle est pas tout à fait celle-là. C'est-à-dire qu'elle est celle d'une population active, quand on regarde par exemple les enquêtes emploi, où le CDI est une référence dominante pour l'ensemble de la population active. 70% de la population active, y compris les chômeurs, donc 70% de cette population active est titulaire d'un CDI. Et ce que l'on remarque, c'est que ce CDI s'accompagne d'une ancienneté croissante des salariés dans l'emploi, donc dans l'entreprise. Donc on a là une situation où cette loi El Khomri et cette orientation vers une flexibilité plus grande de l'emploi, eh bien, elle va heurter de plein fouet cette réalité vécue par les salariés. Alors, réalité vécue par les salariés, disons, d'âge mûr, enfin à partir de l'âge de 28-30 ans, jusqu'à 55-60 ans, mais aussi horizon pour les plus jeunes. C'est-à-dire que l'attente d'un emploi en CDI, d'un travail en CDI qui soit stable, c'est une attente que font apparaître les enquêtes menées auprès des jeunes, et qui est une attente raisonnable au regard des données statistiques dont on dispose. Donc c'est un peu le contexte général dans lequel je crois il faut se situer. C'est-à-dire une situation où les cadres du travail demeurent stables, où ils ont une présence très forte dans la vie des travailleurs, mais où ce qui se passe, c'est cet affaiblissement constant de ce que j'appellerais le pouvoir d'expression collective des travailleurs, ce que certains appellent le pouvoir d'agir collectif, qui conduit à ce que, étant titulaire d'un CDI, eh bien, on vise à réaliser des choses dans son travail, et en ce sens, le travail porte une dimension d'émancipation. Il faut revenir là pour le saisir peut-être de manière encore plus complète sur le grand fait social des dernières décennies que constitue la féminisation de la population active. Son accroissement avec l'intégration croissante des femmes qui fait que le travail est une préoccupation de plus en plus partagée dans la population et que, bien pour les femmes, c'est justement un élément d'émancipation par rapport à la tutelle maritale qui a été longtemps la leur dans l'histoire. Donc on a là une dimension d'émancipation qui existe dans le travail, mais qui est sévèrement abîmée par la remise en cause de cette capacité d'expression qui existe, et qui existe notamment au niveau de ces comités d'entreprise dont je vous parlais précédemment. Et je trouve que là, dans cette voie vers une émancipation, eh bien, il y a cette importance de l'expression collective des travailleurs qui est forte, cette importance de l'expression que l'on peut leur donner, c'est-à-dire
que l'émancipation ne tombe pas du ciel, on ne la décrète pas. C'est une émancipation qui repose aussi sur une démarche de contact et d'enquête des syndicalistes auprès des travailleurs. Que serait un syndicaliste sans ce contact? Enfin, je veux dire, on peut peut-être là avoir une dimension critique sur un syndicalisme qui se placerait dans une forme de pur arbitrage et en perdant de vue la parole des travailleurs. Donc ça c'est un élément important, et de ce point de vue-là, je crois que le comité d'entreprise est une institution qui est aujourd'hui cruciale, quoique étant particulièrement, comment dire, endommagée par ces lois qui se succèdent. Et l'autre aspect des choses, c'est que la légitimité syndicale, aujourd'hui en France, elle repose certes sur l'adhésion, mais elle repose, depuis la loi de 2008, sur les élections au comité d'entreprise. Donc je crois que là, l'horizon d'une émancipation plus profonde du travail, ben, c'est une reconnaissance plus profonde du comité d'entreprise, de ces groupements professionnels qui donnent au travail sa vie, sa visibilité, avec peut-être le besoin de leur donner une existence, ne serait-ce que symbolique. Vous avez une loi qui nous dit les élections au comité d'entreprise sont fondamentales pour déterminer la représentativité des salariés, des syndicats, et dans le même temps, on a des élections qui sont organisées au rabais. Très dispersées, avec des remontées des comptes rendus d'élections qui sont très brouillons et très brouillonnes. Et donc là, il y a un vrai problème. Je crois que le comité d'entreprise devait être vu comme une institution fondamentale, peut-être étendue d'ailleurs de manière large aux entreprises. C'est un des aspects du modèle allemand, cette extension des conseils d'entreprise aux entreprises je crois, de plus de 5 salariés. Donc c'est un seuil très très bas qu'on a en Allemagne, et pourquoi pas en France, enfin, d'arriver à ce stade, et puis de donner à ces élections un caractère solennel, au même titre que des élections législatives. Car là, on élit des représentants qui ont un rôle à tenir, et donc c'est une affaire qui est sérieuse et qui mérite d'être médiatisée, qui mérite de donner lieu à des débats. Enfin, je crois que là, on touche aux forces vives du pays et à une base de représentation qui, dans une société démocratique, est totalement négligée. La réduction des temps de repos, les salaires peuvent faire de gros bonds en arrière quand le haut de la pyramide me faut d'ajouter le fractionnement des 11 heures de la journée. Repos et euros à journée, non, vaut mieux que ça. C'est une mobilisation qui repose fondamentalement sur l'indignation que crée cette loi El Khomri. Cette loi El Khomri, pour moi, c'est une loi de trop, qui vient dans un processus, disons, très déceptif à l'égard du pouvoir politique actuel, et qui montre, à mon avis, une confusion très grave des esprits sur cette dimension du travail, sur le développement économique du pays. Enfin, on imagine qu'on pourra financer un développement économique, et là, visiblement, la loi El Khomri a réduit les ambitions par rapport à un redressement productif. Il ne s'agit plus que de numérique. Et on imagine qu'on pourra financer ce développement économique en réduisant le coût du travail. Et on oublie simplement que les innovations, les développements productifs, eh bien, c'est le résultat du travail. Et donc, c'est une situation qui suppose que le travail est une place suffisamment reconnue pour développer toutes ses capacités et donner à la société tout ce qu'il a à donner. Donc on a là une situation qui est préoccupante, de très grande confusion, et qui suppose qu'on repose les problèmes en partant du travail, véritablement. Et en voyant dans les travailleurs des acteurs de l'économie, des acteurs de l'innovation, au moins au même titre que les employeurs. On a là une vue des choses où l'innovation serait le fait des gens qui créent des start-up, qui créent leur entreprise. On oublie que le monde des directions d'entreprise, eh bien, c'est un monde où finalement l'amour de l'industrie se perd aussi. Vous regardez ce qui s'est passé avec le créateur du MEDEF, Monsieur de Sellières. Monsieur de Sellières, c'est le fleuron de la famille Wendel, qui a lui-même, il le reconnaît, tourné la famille Wendel de la sidérurgie vers un fonds d'investissement très prospère. Mais un fonds d'investissement, c'est la fin de l'industrie.
Hein, c'est un nomadisme du capital qui vise à faire pression sur la rentabilité des entreprises, mais qui s'accompagne aussi, à travers les LBO, d'une très forte saignée dans le domaine de l'investissement et dans le domaine de l'innovation. Hein, et là, on oublie ces éléments fondamentaux de l'industrie et on oublie l'importance de l'attachement à l'industrie, non seulement pour les travailleurs, mais aussi pour les employeurs. Alors certes, il y a quelques employeurs qui font entendre une voix un peu dissonante. Je pense à l'ancien PDG de Saint-Gobain, M. Beffa, qui évoque le choix pour la France entre un développement industriel ou le maintien dans une économie financiarisée. Bon, c'est des questions fortes qui se posent, mais on a quand même le sentiment que côté employeur, cette sensibilité à l'industrie a été perdue. Là où les travailleurs, enfin moi j'ai eu l'occasion de visiter des entreprises soumises à des LBO, où des travailleurs faisaient absolument ce qu'ils pouvaient pour maintenir à flot des machines obsolètes et fabriquer avec des produits très innovants. Donc on a là une situation qui mérite d'être regardée sous un jour nouveau et peut-être d'être mise en cohérence. Je pense par exemple à la situation de l'époque Sarkozy. On a un président de la République qui nous dit le marché du travail n'est pas assez fluide, les travailleurs ne travaillent pas assez, il faut donc fluidifier. Et de ce point de vue-là, les ruptures conventionnelles des contrats de travail ont été un levier très important qui aujourd'hui se traduit par 300 000 ruptures par an. C'est énorme. Hein. Et dans le même temps, qui nous dit, eh bien, on a une désindustrialisation du pays qui est dramatique. Je veux dire, le problème là n'est pas simplement celui de la flexibilité, c'est celui de la cohérence du discours politique. De se dire, oui, on participe à un développement économique du pays dans un contexte de grands défis qui touchent l'humanité dans son ensemble, et en même temps, si on participe à cela, on ne peut pas non plus sacrifier le travail sur l'autel d'une rentabilité qui ne débouche sur aucun investissement. Les heures supplémentaires peuvent être 5 fois moins majorées. Les apprentis mineurs peuvent trimer 10 heures par journée. Les heures partielles à 24 heures, la semaine à 35 heures. Et d'autres acquis à cœur que cette loi vise à chourer. C'est au service des exploiteurs, des groupes les plus dévastateurs, à qui cette loi fait des faveurs, que l'État a couré. Le plafonnement des indemnités, on peut pas se bourrer. C'est pas pour aider le salarié car on veut mieux que ça. Les plans de sauvegarde de l'emploi consistent à virer les salariés sans quoi la barque est censée chavirer. Pour de prétendus motifs économiques au lieu de ça, là qu'ils pourront se faire sans raison, mais on veut mieux que ça.